On arrive au bout là, non? Ouais, là on est dans un tournage, on abat les introductions et les conclusions. Et là on est raccord avec notre habillement parce que on l'a tourné tout à l'heure. Ah ouais, là on est bon, c'est bon. On parle du ratio de suspension. Courbe d'amortissement plutôt. Ouais, bon pour info, c'était une vidéo qui était prévue dans un autre épisode qu'on a déjà tourné, que vous avez certainement vu, qui était la géométrie. La cinématique plutôt. Cinématique, pardon. De toute façon, les deux, normalement, vous les avez vus. On vous les remet en description pour tout comprendre. Mais vu que c'était très très long, on se dit, allez, on scinde ça en deux. Donc, on est reparti sur les canapés avec un petit tabac de terre de café, toujours. Allez. Et vu qu'on est dans l'instant promo, abonnez-vous, likez, partagez et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Ça, on le dit honnêtement, on va le dire tout le temps. On en a besoin. Aidez-nous comme ça. Canapé, c'est parti. Ça tourne en plus, monsieur André. C'est bien de gérer les réseaux sociaux, mais... vu qu'on n'était pas du tout présent depuis un moment, j'espère que vous l'êtes présent sur Instagram, surtout Instagram. Le reste aussi, mais... J'y sont, non? C'est plein les réseaux sociaux. Ouais, TikTok marche pas trop mal aussi, je suis étonné. C'est vrai. Je sais. Mais après, on fait que mettre. C'est vrai qu'on consomme pas. Moi, je consomme pas TikTok. Et moi non plus, je dois avouer. C'est peut-être la tranche d'âge qui nous va plus. Je sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a des. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de personnes. J'ai pas envie de dire âgées parce que il faudrait que je m'y compte dedans. Qui utilisent TikTok. C'est sacrément vieux, nous. Ouais. Moi, je suis curieux de savoir où ils vont le plus, tu vois. Ouais. S'ils y vont d'ailleurs. S'il faut, c'est que des vrais youtubeurs. Ouais, c'est vrai. Ratio de suspension. Ratio de suspension. Courbe d'amortissement. Non? Plutôt. La courbe. Ouais. C'est ce qui nous manque à faire. Un abscisse et un ordonné, on retourne à l'école. XY. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas facile ça. Bah, honnêtement, pour moi, c'est pas le... C'est le plus facile à comprendre, je trouve, une fois qu'on te l'explique. Ok. En tout cas, c'est certainement un des éléments les plus importants dans le fonctionnement de ton vélo suspendu. Et en général, il est donné par les marques. Et pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que ratio simple, oui, ça dépend en fait. Il est donné, mais des fois, c'est pas celui qu'on attend. Parce que le ratio instantané et le ratio simple, souvent, il y a le ratio simple qui est donné et pas l'instantané, et ça donne des courbes un peu différentes. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le ratio de suspension, c'est vraiment un élément. S'il y a vraiment, pour moi, 3 choses importantes sur un vélo, c'est la géométrie, le positionnement du centre de rotation. Le CIR. Ça dépend CIR si c'est un VPP ou un point de pivot d'accord, classique. Et la courbe d'amortissement. Franchement, là, les 3, c'est ce qui influence le plus le comportement de ton vélo. Donc, la courbe, la courbe d'amortissement, ça change tout au vélo. Tu peux avoir la même géométrie si la courbe n'est pas la même, même la même cinématique en fait. Tu peux avoir un monopivot, un fort bar, mais simplement l'inclinaison de l'amortisseur, de la biellette, tu n'as pas la même courbe. Ça change totalement le vélo. On peut prendre le cas de mon Fuel UX où tu as les deux possibilités de courbe d'amortisseur. Ah oui, de progressivité. Ouais, de qui change la courbe, la forme de la courbe. Et qui te change le vélo, mais... Oui, tu vois, et c'est pas de beaucoup. Hein. Et des millimètres. Ouais, je sais pas exactement, oui, mais ça recule un peu le point. Et donc ça, c'est vraiment un élément ultra important pour comprendre et comparer son vélo. Donc avant d'acheter votre vélo, vous regarderez la courbe du ratio maintenant. Et oui, alors ouais, le ratio de suspension, ça c'est important parce que c'est pas simple. Les fourches, c'est vachement facile. Les fourches télescopiques, c'est facile. Parce que c'est des ratios 1 pour 1. C'est-à-dire que le débattement à ta roue avant, il est équivalent au débattement de la fourche. Donc si tu es à 160 mm, c'est facile, tu prends un réglé, tu vois qu'elle fait 160 mm. Voilà, donc tu as 160 mm de débattement à ta roue avant. Pour les fourches télescopiques, inversées ou non inversées, parce que les fourches à parallélogramme déformables, là ça devient une cinématique, c'est différent. Pour les suspensions arrière, là c'est plus compliqué, parce que tu te rends bien compte que le débattement que l'on te donne à la roue arrière, il est quand même souvent important, à peu près la même chose que devant. Par contre, ton amortisseur, tu vois bien que lui,
il s'enfonce pas du tout de la même dimension. Non. Voilà, il y a des ratios de plus en plus bas qui font que tu as des amortos longs, mais quand tu as 160 mm à la roue arrière, j'ai jamais vu un amortisseur de 160 mm. Hein. Donc là, il y a un ratio. Donc c'est la division de l'un par l'autre en fait. C'est pas bien compliqué. Hein. Si tu as 160 mm de course à ta roue arrière et que tu as 60 mm de course d'amortisseur, tu divises l'un par l'autre et tu as le ratio moyen. Oui, parce que c'est là où la courbe rentre dans... Et oui, alors si tu as un monopivot simple, type en orange, où le point de pivot et l'angle de l'amortisseur fait que c'est une droite parfaite, tu peux avoir ce ratio qui ne bouge pas. C'est-à-dire que je dis une bêtise, tu as un ratio de 2,5, c'est-à-dire que 1 mm de course de l'amortisseur bouge 2,5 mm à ta roue, c'est ça que ça veut dire, un ratio 2,5, il peut être constant sur toute la course de l'amortisseur. Mais ça donne le cas où tu as vraiment, j'imagine, le haut banc et l'amortisseur qui est vraiment... Presque aligné, ouais, parce que tu vois qu'il n'y a pas de progressivité, qu'il est linéaire. Alors ça, beaucoup de vélos à l'époque étaient linéaires comme ça, et tout se fait... sur l'amortisseur. Là, c'est tout l'amortisseur, ouais. Et à l'époque, c'était pas... Ben, le problème, c'est que par exemple, soit tu as un ratio qui est élevé, soit qui est bas, mais il n'évolue pas. Donc, que tu sois en début de course ou en fin de course, en fait, c'est la vitesse de progression de la tige. 2,5 tout le temps en permanence. Donc si tu as des impacts qui viennent doucement, une entrée de tige qui vient doucement ou qui vient rapidement, ben lui, c'est vraiment l'amortisseur qui va le gérer. Donc souvent, le problème de ça, si tu n'as pas un très bon amorto, c'est compliqué. Et donc par exemple, si tu veux un truc très souple au début, ben, forcément... tu vas être vite au fond. Voilà. Et si tu veux un truc très dur, ben, y a moyen que tu ne prennes pas le débattement. Donc en gros, c'est soit je risque de talonner très rapidement, donc d'arriver au fond, oui. ou soit de ne pas prendre le débat. Je vais prendre 50% de l'amorto. C'est ça. Ça, c'est le cas le plus simple où le ratio est linéaire. Après, souvent, c'est pas du tout linéaire. C'est pour ça, dès qu'ils commencent à avoir des biellettes, et ben là, les ingénieurs, ils s'amusent à faire évoluer ce ratio différemment du début de la course de l'amortisseur à la fin, quoi. Et donc là, juste diviser, ça ne marche plus. Donc tu as besoin de l'information du constructeur avec l'évolution de ce ratio. Même si on pourrait nous la vérifier avec un banc d'essai d'ailleurs. Avec un banc, ouais. Alors il y en a qui le font aussi avec une photo et dans des produits informatiques, tu vois, avec les points. Attention à ça. Parce qu'une photo, il peut avoir vite de la déformation. Non, mais j'allais te dire, rien qu'avec l'objectif utilisé pour la photo, c'est pour ça que moi, tu prends un grand angle ou une longue focale. Moi, je me méfie énormément ou les bike checkers, là, où les gars ils prennent une photo, un profil et ils font des points. Parce qu'un point qui bouge de quelques millimètres, ça change totalement l'allure de courbe. Donc, tu as vu ton trek, tu le mets là ou tu le mets là sur 10 mm et la courbe, elle est vraiment différente. Donc, attention, le mieux, c'est clair, c'est un banc où tu viens pointer avec un laser. Ou sinon, et aussi qui n'est pas trop mal efficace, c'est comme on a chez Monkey là, pour faire les protections des... Les scanners 3D. Scanner 3D, ça marche pas trop mal aussi, si c'est bien fait. Et ça dépend de la tolérance en fait des scanners. Mais après, sinon, le constructeur peut le donner. Enfin, ça, c'est les informations qu'il a. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure pour les deux différentes courbes données par les constructeurs. Oui. C'est quoi la différence? Il y a un ratio, c'est instantané, c'est comment l'instantané ça se déplace, et l'autre c'est une extrapolation. Et ça, c'est deux informations qu'ont les ingénieurs, et ça souvent c'est pas noté, on te le dit pas ce que c'est comme type de courbe. Bon, voilà, ça c'est... Il y en aurait une de plus vraie que l'autre? L'instantané, c'est plus réaliste que... L'autre, en fait, elle est prise sur, j'imagine, sur des infographies 3D ou des logiciels de 3D. Ouais, c'est ça. C'est un peu moins du réel. Ouais. Même donc, si normalement, il devrait arriver. Et à l'instantané, tu peux avoir, c'est souvent vers la fin de la courbe où tu te rends compte qu'il n'y a pas la même information et tu peux avoir une courbe où tu as l'impression que c'est plat et puis l'autre, en fait, elle va plus bas ou elle remonte un peu. Donc, elle est plus précise. Mais cette information-là, très souvent, là, c'est une information de première main. Il faut que ça vienne vraiment du constructeur. En extrapolation, c'est compliqué d'avoir cette info. Et est-ce que la différence de mon amortisseur, donc du setting d'amortisseur, peut faire varier cette courbe? Je n'ai pas compris la question. Tu peux avoir un amortisseur plus progressif ou pas? Oui. Est-ce que ça peut contraindre du coup et changer cette courbe-là? Ah non, ça ne change pas la courbe. La courbe, elle est... Ouais, c'est vraiment lié
à la cinématique, Ah à la oui, géométrie. non, l'amortisseur peut changer le comportement sur le terrain en fonction de la courbe d'amortissement, mais la courbe, c'est la base. Hein. Ok. Ok. Donc après, les ingénieurs, suivant ce qu'ils veulent, ils peuvent faire évoluer ce ratio. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un ratio dégressif. Qu'est-ce que c'est dégressif? Ben, c'est qu'au début, la démultiplication est moins importante que la fin. Par exemple, au début, c'est c'est du 2, d'accord? Et puis ça va monter de 2 vers, je sais pas moi, 3. Voilà. Alors ça, c'est assez rare. Ça veut dire qu'au début, le vélo, pour l'enfoncer, c'est plus dur. Et plus tu rentres dans le débattement, plus c'est facile de rentrer. Très franchement, ça s'est vu en cross-country à un moment. Ouais, il y a c'est ce que j'allais quelques te vélos dire. de cross-country qui étaient comme ça. Pour avoir du dynamisme. Ben non, c'est sur- pour pas qu'il pompe en fait. Tu vois. Ok. Naturellement, le vélo, il pompe pas au début. Mais en fait, ça, c'est pas top parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de maintien. Où il faut des amortisseurs très spécifiques, très progressifs. Tu sais, des petits amortisseurs à air, par exemple, tout petits. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous voulez gagner du poids, un amortisseur tout petit, très progressif, parce que c'est les deux qui se contre, tu vois. Donc d'avoir une suspension où le ratio était bas, c'est-à-dire dur à enfoncer, plus tu rentres dans le débattement, plus c'était facile. Voilà. Il y a quelques vélos de cross-country qui sont encore comme ça. C'était fait un peu pour que les gros chocs au final. Bah voilà, un peu ça. Il y a encore Marche, l'Orbea Ois qui est un peu comme ça, tu vois. Mais j'en connais de moins en moins des vélos comme ça. Parce que tu vois, même en cross-country, maintenant on essaie d'avoir des courbes. Motricité, tu perds la motricité au final. On non essaie d'avoir des courbes où il y a plus de motricité, plus de progressivité. Donc c'est soit plat, soit plus progressif, mais il y en a de moins en moins des courbes dégressives. Ce qu'on voit le plus, c'est plutôt un ratio haut au début et qui tend vers descendre. Ok? Donc style 3 au début et ça descend vers 2. Tu vois? Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit majoritairement aujourd'hui. Pourquoi? C'est plus souple au début, il y a une plus grosse démultiplication et plus tu rentres dans le débattement, plus il faut de force pour faire rentrer la suspension. Ça, c'est ce qu'on appelle progressif. Voilà. Donc grosso modo, pour faire simple, soit ton ratio il est linéaire, soit il est dégressif, c'est-à-dire que c'est dur au début et c'est facile à la fin, ou soit il est souple au début et il devient plus dur. Ok? Je généralise parce que ça va devenir un peu plus compliqué après. Tu vois, avec les 6 bars. Non. Non, c'est que là, j'ai pas parlé d'allure, c'est les ratios, comment ils évoluent. On peut aborder les chiffres du coup de ces ratios. C'est-à-dire ratio haut ou ratio bas, on parle souvent dans les tests. Oui, pour faire rapidement, les plus hauts ratios, maintenant... En fait, il y a quelques années, il y avait un peu de tout. Pour être très franc avec toi, il y avait vraiment de tout. Maintenant, on se rend compte que quand même, il y a une plage. C'est rare que tu aies un vélo avec un ratio au début, le plus haut ratio que j'ai vu, au-dessus de 4,5, 5. En moto, ça se voit parce qu'il y a beaucoup de débattements, mais en vélo, c'est rarement plus de 5. Et un ratio bas, en fin, en dessous de 1,5, c'est même très extrême. Donc tu vois, il n'est pas énorme Le la gap entre plage, les tu deux. vois. Allez, si on veut être... Il y a toujours quelqu'un qui va trouver un exemple, une cinématique un peu de ouf. On a fait confiance. Mais allez, on va dire de 4,5 à 1,7. C'est la plage moyenne. C'est la plage, voilà. Actuelle. Voilà. Après, il faut savoir à quoi sert d'avoir un ratio et compagnie, tu vois. Donc, si tu veux des exemples un peu concrets, très souvent, par exemple, en cross-country, on est plutôt sur des ratios moyens assez bas avec une progressivité modérée. Je peux te donner un exemple, un départ à 2,6 et qui va finir à 2,3. Ça fait pas beaucoup d'écart. Il n'y a pas énorme, tu vois, c'est la courbe, elle fait un peu ça. Ouais, c'est un poil plus dur en fin de course en fait. Pas énormément, tu vois. Et ça au final, ça s'explique logique. Ouais, pour moi, c'est logique à se dire quand tu vois la pratique actuelle. Ok, il y a de marches, il y a des choses comme ça, mais c'est. Alors, ça a tendance, voilà, plus tu veux un vélo de cross-country agressif, par exemple, et plus tu vas augmenter cette progressivité. Donc, tu vas peut-être démarrer plutôt au lieu de monter à 2,6, tu vas monter à 2,8, 2,9 et descendre à 2,3. Donc, tu vas avoir une progressivité qui est plus importante. Donc, moi, ce que je pense comme chiffre qu'il faut retenir, un vélo linéaire, c'est quand tu as une variable de 0, peut-être 2-3%, tu vois. Ouais. Voilà, ça, c'est plutôt linéaire. Quand on est entre 10%, ça reste quand même relativement linéaire. Quand on commence à dire progressif, c'est plutôt quand tu es entre 15 et 20. 20%, il y a beaucoup de vélos, de trail, de all mountain, même quelques XC un peu extrêmes, on a 20%. 20-30, là on commence... Du très Voilà, progressif. c'est du all mountain, enduro, plus de 30% de progressivité, c'est-à-dire qu'il y a un écart de plus de 30% entre la valeur du début et la fin. Là, on commence à être sur du lourd pour envoyer.
Et dans les trucs extrêmes, en descente, on peut avoir du 40-50%. Donc là, il y a un gros gap quand même, 50%. Voilà. Ça c'est pour te donner des idées un petit peu. Oui, c'est juste pour comprendre, c'est déjà bien. Voilà. L'intérêt d'avoir après des ratios hauts au début et qui vont à la fin, c'est d'avoir beaucoup de souplesse au début, beaucoup de grip, beaucoup de toucher terrain. Et en même temps que ça ne rentre pas rapidement au fond et que tu n'ailles pas au fond sur un gros impact. Si tu as compris ça, tu vois que les vélos, plus ils sont typés Gravity, et plus tu as une progressivité importante avec un ratio qui est plutôt élevé au début et qui plonge vers la fin pour cette histoire d'assiette. Donc le vélo qui s'assoit facilement sur l'arrière parce qu'il y a de la pente pour contrer la pente, mais qui ne rentre pas facilement dès qu'il y a une marche ou un impact qui ne va pas de suite au fond. Oui, sinon tu prenais que dans les jambes. Le but d'une suspension, c'est d'absorber l'énergie du terrain qui est dégradé. Donc plus tu as un terrain dégradé, plus tu as un terrain qui est chaotique, et plus tu as besoin que ta suspension elle fonctionne. Donc c'est la quantité de débattement et c'est comment aller gérer. C'est pas que la quantité, parce que tu as 160 de débattement, mais qui est très linéaire, ça va bouger comme ça, mais ça va pas être géré. Si tu commences à être trop progressif, pour un petit vélo par exemple, il y a des chances que tu n'arrives jamais à prendre le débattement, quoi. Donc c'est pas intéressant, tu as un 120 mais tu es toujours avec 100 de débattre, quoi. Oui. Voilà, donc ça c'est important. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Et il faut comprendre la mécanique des fluides. C'est que tu pourrais dire, oui, mais l'amortisseur, il gère ça, les hautes vitesses, les basses vitesses et tout. Oui, mais si une cinématique a déjà une orientation progressive, linéaire ou dégressive, naturellement, c'est plus facile après pour l'amortisseur de travailler. Il ne peut pas tout bien faire, un amortisseur. Tu peux vite être hors plage au final. Hors plage ou après avoir des settings vraiment très particuliers. Et voilà, je veux dire, un amortisseur linéaire, si c'est linéaire, tu pourras à un moment donné, si tu sautes des trucs de 20 mètres à 50 à l'heure, tu pourras faire ce que tu veux. Pour ne pas prendre le débat, il faudra qu'il soit béton au début, quoi. On ne pourra pas faire autrement. Donc c'est pour ça que les vélos qui prennent des gros impacts, il faut quelque chose de progressif avec des basculeurs et des bilettes parce que sinon on n'a pas assez de progressivité naturelle et l'amortisseur il ne pourra pas tout faire. On pourra mettre un tampon énorme, mais il y aura trop de sollicitations sur l'amortisseur. Oui, mais ça paraît logique. Dernier point pour encore un peu complexifier le truc, c'est que l'allure de courbe, les ingénieurs ils s'amusent à faire des trucs, elles sont pas toutes droites, tu vois. Ouais. C'est pas dégressif comme ça, c'est pas droit. Alors on tend à faire ça, de plus en plus les marques tendent, parce que la mécanique des fluides de l'amortisseur, il aime bien que ce soit rectiligne, mais il y a beaucoup de courbes, en fait elles ont des formes un peu bizarres, tu vois. Elles ne sont pas forcément bien rectilignes. Et ça, souvent, c'est des choix d'ingénieurs. Alors, soit c'est le design qui fait que la courbe ne peut pas être parfaite parce qu'avec les angles, l'encombrement, il y a des petits bouts de courbe qui ne sont pas parfaits. Voilà, exactement. Par exemple, au début, des fois, la courbe, elle fait un peu un plat. L'ingénieur, il dit, de toute façon, comme on met une précontrainte, le tout début, dans tous les cas, tu as une précontrainte, c'est pas grave parce qu'il n'arrive pas à avoir la courbe parfaite. Ça, c'est pas forcément facile. Et d'autres, c'est vraiment des choix voulus. Je pense à certaines courbes comme des Ibis ou des Evil, par exemple. Evil, ils faisaient beaucoup ça. La courbe, ils font quelque chose de très progressif au début, vraiment, et puis un plateau au milieu et une fin. Une S-curve, en gros. Ouais, un peu. Donc, c'est en fait pour avoir un toucher de terrain jusqu'au sac très souple. Quelque chose où au mieux, il débatte, c'est quand même facile de prendre et donc ça rentre assez facilement. Et la fin très dure pour pas que tu talonnes. En fait, ça comprend un peu le sag, la prise en compte du sag. C'est pour avoir un bon toucher terrain et après mais voilà, c'est fait des cours un peu particulières. Ça, souvent, ça demande un très bon calibrage d'amortisseur. Et voilà. Mais c'est vrai que la tendance actuelle est plutôt d'avoir des choses assez beaucoup plus droit que ce qu'on pouvait avoir avant. Mais ça peut arriver dans un vélo de cross-country ou un vélo pour un petit amorto où c'est plat et ça remonte un petit peu à la fin. C'est dégressif à la fin. Pourquoi ? Parce que la marque a fait le choix de dire mais ça on veut exclusivement utiliser un amortisseur à air. Et tu sais que l'amortisseur à air, vu que l'air se comprime et devient plus dur en fin de course, il est plus progressif. Et donc si tu veux utiliser tous les débattements, il faut qu'il y ait cette petite remontée, tu vois. Ouais, je vois. Ah, donc là, je pense aux nouveaux commensals, tu vois, style tempo et tout, qui sont faits pour avoir des amortisseurs à air. Il y a cette courbe qui à la fin remonte. Si tu mets un amortisseur coil par exemple, il y a moyen que ça vienne taper violemment, mais avec un amortisseur à air, ça donne une sensation plus linéaire parce qu'à la fin, la courbe elle remonte un peu. Donc c'est toujours la courbe, elle est à prendre en considération avec l'amortisseur que tu utilises. C'est pour ça que souvent je dis attention les gens, il y a un bon plan, je peux acheter cet amortisseur pas cher. Attention, peut-être qu'il ne va pas fonctionner avec ta courbe d'amortissement, ça ne va pas être compatible. Ouais. Ou il faudra le réajuster par une préparation. Ouais, et plus cette courbe a un ratio bas,
plus l'importance de l'amortisseur est importante au final. Alors haut ou bas, c'est les deux. Parce que si le ratio est très haut, c'est-à-dire que je sais pas, c'est du 3 et ça va à 2,5, ben, donc il faut un ressort plus important, thématique ou égoïdal plus important, tu comprends? Mais ça veut dire que dedans, vu que tu as un plus gros ressort, il va falloir faire des ajustements au niveau hydraulique. Souvent, il faut un peu plus d'hydraulique. Ou des huiles un peu plus épaisses ou choses comme ça. Non, c'est vraiment sur hydraulique. Okay. Parce que l'huile, le problème, c'est que si ça chauffe, ça varie. Et sur un amortisseur où la courbe est très basse, je sais pas, je dis une bêtise, ça commence à 2,5, ça finit à 2, ben là, pour un poids équivalent, tu vas mettre un ressort plus petit, tu vois. Par exemple, j'ai des vélos, c'est pour ça que les gens, des fois, ils comprennent pas, mais par exemple, j'ai des vélos, tu as un ratio à 3 qui finit à 2,5, avec un amortisseur air, pour mon poids, il faut que je mette 180 PSI. Ouais. Le même vélo en 140 avec une courbe d'amortisseur qui va de 2,5 à 2,2, ben, il faut que je mette que 150 PSI. Et pourtant, il y a le même débattement, la même course à la morteau. Tu peux pas prendre, ah mais ça c'est un vélo en 140, je remets la même pression. Non, comme la courbe d'amortissement n'est pas la même, pour avoir le même sac de 30%, il faut... Tu dis une chose importante là. Il faut que je mette une pression différente. Tu sais, sur le parking, les personnes, j'ai le même amorto, tu mets combien, on fait le même poids. Mais c'est ça marche pas. Et les ajustements de compression et de détente sont différents. Puisque vu que par exemple sur mon amortisseur, j'ai mis que 150 PSI, forcément il y a une vitesse de retour qui est moins importante, donc il faut une détente un peu plus légère. Sinon l'amortisseur ne va pas revenir. C'est logique. Hein. Et sur le gros, où j'ai mis 200 PSI, pour avoir mon propre SAG, forcément là la détente, il faudra qu'elle soit calibrée différemment parce que sinon je vais me faire éjecter. Donc tu vois le lien qu'il y a entre le calibrage interne et la courbe d'amortissement, elle est ultra liée. Ben, c'est là où on comprend aussi que d'avoir une calibration suspension effectuée par les marques est importante. Et oui, ça c'est super important. Est-ce qu'on peut faire des généralités par exemple sur des types de terrains? Parce que j'imagine qu'au final, il faudrait presque choisir un peu son vélo avec cette courbe de suspension par rapport au terrain qu'on roule tous les jours, quoi. Oui, à son poids aussi. Et son style de pilotage et son niveau. Ouais, c'est toujours pareil. Mais il y a des marques qui font, j'avais dit, Ro avait fait ça. Je crois qu'il y a Cannondale aussi qui fait ça. Suivant ton poids, tu vas avoir un ratio haut. Le problème, c'est que si tu fais, je dis pas, tu vois, le départ à 4, ça départ à 4. T'imagines pour faire ton sac, si tu fais 150 kg, il faut mettre énormément de pression. Donc l'amortisseur, il a une pression énorme. Pour des personnes un peu qui sont plutôt importantes, un ratio bas. On dirait les rugbymen chez nous. C'est pas idiot en fait. Parce que comme ça, il faut plus de force et il y a moins besoin de... Et par contre, quelqu'un qui est très 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 léger, si tu mets un ratio très bas, il faut avoir, même avec un ressort tout petit, il va jamais prendre le débat. Ouais. Donc une courbe d'amortissement avec un ratio plus haut, c'est pas idiot pour eux. Donc ça, c'est vrai qu'en fonction de ton poids et ta morphologie, il faudrait presque une courbe d'amortissement différente. Alors maintenant... Dans les extrêmes, on va dire. Dans les extrêmes. Au milieu, ça va. Et presque, ouais, c'est les extrêmes aussi en poids, en fait. Les personnes qui font et après, plomb, en gros. Et oui, ton niveau et ton terrain. C'est sûr que si tu appuies sur tes jambes, je t'appelle Loïc Bruni, tu as des watts à revendre, lui, il faut une progressivité de dingue parce que sinon, il passe au travers. Si tu es sur ton vélo mode snake où tu n'appuies pas, tu joues avec le terrain, avoir beaucoup de progressivité, ça n'a aucun intérêt. Tu on vas le voit jamais beaucoup prendre avec le les débat. filles, je trouve. Ou même des gars. Hein. Mon pote Yo, là, lui, c'est un snake et il n'appuie pas. Il roule super bien, mais il roule super à l'enroulé. Un peu comme sur un semi-rigide, quoi. Oui, voilà. Et lui, par exemple, avoir un vélo trop progressif, c'est pas super intéressant parce que pour prendre le débattement, il va falloir enlever de la précontrainte. Il n'aura plus une bonne assiette. Donc, il ne faut pas un vélo trop progressif et un ratio trop bas, par exemple. Ok. Donc, c'est bien, on a les deux extrêmes, là. Le mec qui va appuyer dans les virages et la personne qui va passer plus en souplesse, en fluidité. Le pilote actif sur le vélo a besoin souvent de plus de progressivité et le pilote qui est plus passif a besoin de quelque chose de plus linéaire. Et en termes de terrain, mettons, on va faire les extrêmes entre toi et moi, c'est toujours bien. Terrain sec, aride, très caillouteux chez moi très souple. Moi, chez moi, par exemple, le toucher terrain est important pour le grip et la motricité. Si tu as quelque chose qui est trop raide, tu as un mauvais toucher terrain. Toi, vu que c'est plus souple, tu as moins ce souci-là. Ça va dépendre un peu de l'assiette que tu vas avoir sur le vélo. Je pense que toi, tu as un terrain qui est plus tolérant, mais s'il n'y a pas assez de support, tu vas avoir un peu l'impression d'être collé chez toi. Et il y a aussi le problème qu'on ait beaucoup des terrains en terrasse chez nous.
Oui. Et ça a tendance à, Donc il faut quand même de la progressivité. à taper en fin de course parce que, ouais, un terrasse, c'est quoi? Paf, paf. Ouais. Alors que le sol peut être très très lisse. Et nous ici, par exemple, tu prends rarement, vu que tu es toujours un peu sur des œufs, un vélo trop progressif, on va jamais prendre le débat, quoi. Ouais, parce que t'as un peu peur d'y appuyer, quoi. Ben, on peut pas vraiment appuyer, il n'y a pas d'appui vraiment. Si, s'il y a une grosse marche, mais après, sinon sur les appuis, on a du mal à faire rentrer le vélo, quoi. Oui, mais bon, on voit les extrêmes au final. C'est un terrain qui tape par des marches, des choses comme ça. Un terrain fuyant où tu vas comme des œufs. Oui. Parce que chez moi, il n'y aurait pas ces marches. Au final, t'as pas besoin de trop de progressivité au final. Un bike park, par contre, tu as besoin de progressivité. Parce que Tout. tu appuies, Parce que tu t'engages. appuies, il y a des virages relevés, il y a des gros impacts. Là, il faut de la progressivité. Mais pas forcément essayer d'avoir toujours beaucoup de progressivité. Ça, c'est sûr. Ok. Et sur un e-bike, est-ce qu'il y a... Mais là, par contre. Il y a le poids du vélo quand même. Et oui, souvent, tu as besoin de des vélos plus progressifs. Sur les e-bikes, on voit des courbes un peu plus extrêmes. Sur un e-bike de randonnée, tu peux avoir des courbes qui ressemblent plus à des courbes de vélo all mountain enduro. Ouais, tu sautes un peu d'une catégorie. Ouais, il y a un peu un step. Parce que déjà, tu as besoin de plus de motricité. Parce qu'un e-bike, vu que tu as du couple et des watts, il faut de la motricité. Donc souvent, un ratio super bas, c'est pas nécessaire. Et puis tu montes plus vite généralement. Il faut de la motricité, donc un bon toucher terrain, et il faut de la progressivité parce que quand ça prend un impact, ça ressemble plus à des suspensions moto. Donc on a des ratios un peu plus hauts et un peu plus progressifs en e-bike que ce qu'on retrouve souvent sur des modèles musculaires où quand tu as un ratio trop haut au début, ben, ça pompe énormément. Et c'est là où sur les vélos musculaires, souvent après rentre en considération, autre que la courbe d'amortissement, ben, l'effet de chaîne par exemple. Tu vois. Et oui, forcément. Ouais. Et ça peut être aussi venir en confrontation. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Comme, là, on revient sur les autres sujets. Et ils sont tout est lié. extrêmement liés. La courbe de suspension est ultra importante, mais encore une fois, tu peux avoir la même courbe, la même allure de courbe, les mêmes chiffres, mais si tu as un effet de chaîne qui est différent, ton vélo sur le terrain, il donne pas les mêmes sensations, le même grip, les mêmes performances. Dernière question, parce que je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que cette courbe, mettons, je me suis foiré quand j'ai acheté mon vélo, mettons, elle est trop haut ou trop basse, est-ce qu'il y a des moyens de récupérer un petit peu ça ou c'est mort? Si tu achètes un Zoom, peut-être, parce que tu vas voir Rémi, il te soude une plaque, il te remet le truc. Et non, mais c'est vrai, un vélo sur mesure, il peut avoir des solutions pour changer un petit peu l'allure de la courbe. Sinon, après, non, normalement, quand c'est grillé, quoi. Alors, avec un setting d'amortisseur différent, des tokens, des choses comme ça, c'est mort en fait. Si, tu peux un peu optimiser, mais ça sera jamais aussi bien que si naturellement la courbe te convient mieux, tu vois. Ok. C'est un peu comme la géométrie, tu peux faire des petits micro-ajustements, mais si tu t'es vraiment trompé, c'est mort. Voilà, le mieux, c'est d'aller sur le Bon Coin ou Biked ou tous les sites de vente en ligne, de vendre son vélo et de racheter un en écoutant bien tous les sujets faits. C'est ça. Mais c'est vrai que si tu regardes quand même, je trouve qu'il y a un resserrement des courbes. Les allures de courbes sont de plus en plus proches. Les chiffres, il y a beaucoup de ressemblances. Dans chaque catégorie, maintenant, tu as quelques vélos très spécifiques, mais il y a quand même beaucoup de similitudes dans les courbes. On sent qu'il y a une espèce de maturité, ou du moins, je ne sais pas si se copie, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances. Donc attention, après, c'est le reste de la construction du vélo qui va quand même donner, entre sa géométrie, je répète, l'effet de la chaîne, l'effet du frein, l'effet de bras, qui va donner au final une sensation différente au vélo. Si on fait un point aussi pour positionner le centre instantané de rotation pour les aider, parce qu'on a eu un petit message avec un joli dessin d'ailleurs, d'un cube, voir s'il avait bien pris les bons points, les choses comme ça. Parce que quand je refais le résumé de toutes les vidéos effets et blabla effets qu'on a fait, savoir positionner ce point sur un point de pivot virtuel, c'est ultra important. C'est vrai que déterminer son centre instantané de rotation, c'est super important. Alors, avec un monopivot, c'est simple. Quand il y a 2 bras, c'est un peu plus compliqué. Et alors avec un 6 bras, alors là, c'est méga compliqué. Ça, c'est compliqué quand même. C'est pas facile comme question. Ouais, mais je veux dire, il y a quand même plein de... La majorité, regarde le fort bar. Oui. Peut-être expliquer là-dessus déjà. C'est la liaison entre les points de mouvement, quoi. Donc il faut juste prendre les bons points.
Et c'est lesquels? Il faut prendre la liaison entre les haubans et le triangle avant, les bases et le triangle avant, et tu fais l'intersection entre les deux. Après, ça dépend où sont les liens. Et des fois, c'est vrai que c'est pas facile quand tu as un vélo qui est bien caché, où on voit pas les biellettes bouger. J'ai connu ça, Voilà. aller chercher plein de petites Alors, photos ça, c'est pour savoir pas. Non, comment mais c'est vrai que tant qu'il y a 2 liens, pardon, c'est assez facile. Tu vois là, sur un four bar classique, tu vois la jonction entre les bases et le tube avant. Tu vois la jonction entre les haubans et les bases, ça c'est son premier trait. Et après l'autre, au niveau du basculeur, tu regardes où sont la jonction des haubans et la jonction sur le basculeur avec le triangle avant, et tu tires. Dès qu'il y en a 2, par exemple les VPP, là c'est pareil, donc chaque fois c'est les jonctions entre le triangle avant et le triangle arrière en fait. Voilà. Pas se tromper ou avec la jonction de l'amortisseur. Ça tu me l'as fait quelques fois. Et il faut après que ça quand il y a un 6 bar, ça c'est compliqué. Sur internet il y a je crois que c'est un japonais qui a fait une méthode qui est super bien faite, mais alors là c'est vraiment de la trigonométrie. On leur mettra un lien. Je vais essayer de le retrouver, ouais. Mais là, c'est vraiment compliqué pour trouver ça. Heureusement, c'est quasiment que sur des vélos de descente, mais on n'en voit pas encore beaucoup sur d'autres choses. Ouais. Donc voilà, courbe d'amortissement. Attention aux faux amis, ok. C'est l'allure de la courbe, c'est une chose, les chiffres, c'en est une autre. Tu peux avoir une courbe qui a exactement la même forme, mais si les chiffres ne sont pas les mêmes, du début à la fin, ça ne donne pas le même vélo. Oui, il faut surtout lire les chiffres aussi. Voilà, attention à ça. Et attention, une même courbe avec des effets différents, ça peut donner un vélo avec un comportement différent sur le terrain. Ok, donc arrêtez de demander la pression du copain s'il fait le même poids, il n'a pas le même vélo que vous. Oui. En gros, c'est ça. C'est ça. La conclusion. Et aidez-vous des sites internet des marques constructeurs pour régler au moins vos vélos. C'est déjà la base. Et après, pour choisir vos vélos, il y a tout. On leur laisse re-regarder la vidéo et tous les effets. Allez. Bon, je pense que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude. Vu qu'on est de plus en plus efficace, on devrait faire des conclus, des intros pour d'autres épisodes. Je sais pas à quoi ils servent, mais on est fait. Ouais. Là, tu as vu, on est mieux. On est mieux que sur les premiers. Qu'est-ce que c'était? L'effet de frein et de chaîne, je pense qu'on était moins efficace, tu vois. Ah oui, là, on est efficace. Donc, on vous laisse aller voir ces intros et ces conclusions, puis ça vous fera une piqûre de rappel de revoir ces épisodes-là. Ouais. Moi, j'en ai besoin de les revoir régulièrement. Parce que c'est pas si facile. Je suis très content de cet épisode ratio, n'empêche. Ah ben alors si tu es content, moi je suis au paradis. Parce que moi j'ai bien compris. Pour moi elle était très très claire celle-là. Ah ouais? Bon ben écoute, ça me fait bien plaisir. Et je suis content qu'on l'ait scindée parce que elle doit bien durer une demi-heure. Donc dites-nous toujours, on le dit, on le répète, si c'est clair pour vous, on vous remet les liens de nos confrères en description qui font ça très bien et qui vont vraiment dans le détail pour les personnes qui aiment les choses techniques. Nous on essaye de vulgariser au plus possible, que ça soit compréhensible. Et surtout, abonnez-vous, partagez, likez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai soif. Allez à table.